La salle d'audience était comble. Les journalistes, les avocats, les membres de la famille, les agents de sécurité, tout le monde était présent. Parce que ce n'était pas n'importe quel procès. Il s'agissait de ma grand-mère, Catherine de Montfort, la milliardaire philanthrope, la femme dont le nom figurait sur les frontons des hôpitaux, des écoles et des fondations de Paris, la femme qui m'avait élevée quand personne d'autre ne voulait de moi. Et maintenant, il m'appelait sa voleuse. J'étais assise à la table de la défense, les mains jointes, le dos droit, le cœur brisé. En face de moi siégeaient mon oncle Philippe, ma tante Béatrice et mes cousins, tous vêtus de costumes de créateurs, confiants, souriant légèrement comme s'ils avaient déjà gagné. Mon avocat a chuchoté, « Reste calme, ne réagis pas. » Mais comment pouvais-je rester de marbre alors que le juge me regardait et déclarait, « Vous êtes accusé d'avoir détourné 8 millions d'euros des comptes privés de votre grand-mère. » 8 millions. Ma tête tournait. Le procureur s'est levé. « Monsieur le juge, a-t-il commencé. » L'accusé avait un accès total aux finances de Madame de Montfort. Un accès, oui. Parce que je gérais ses factures médicales, les salaires de son personnel de maison, ses comptes de charité, parce qu'elle avait confiance en moi. Parce que je l'aimais. Et peu de temps avant qu'elle ne soit déclarée mentalement inapte, a-t-il poursuivi, des sommes importantes ont été transférées. Il a pointé l'écran du doigt. Les relevés bancaires de la BNP sont apparus. Des dates, des montants, mon nom, Chloé de Montfort, surligné en rouge. Des murmures ont envahi la salle. Ma tante a chuchoté assez fort pour être entendue, quelle honte. Mon cousin a secoué la tête en ajoutant, je l'ai toujours su. J'avais envie de hurler. Ces transferts n'étaient pas des vols. C'étaient ses instructions. Elle m'avait dit de déplacer l'argent pour le protéger d'eux, mais elle ne pouvait plus témoigner. Plus maintenant. Elle était assise dans un fauteuil roulant près du premier rang, silencieuse, le regard lointain, perdue dans les brumes de la maladie d'Alzheimer. La même femme qui dirigeait autrefois des empires financiers ne se souvenait même plus de mon prénom. Le juge a demandé, « Niez-vous ces transactions ?» J'ai répondu d'une voix claire, « Oui, je n'y avoir volé quoi que ce soit. » Un rire étouffé et cruel est venu du côté de mon oncle. Il s'est levé. « Monsieur le juge, » a-t-il dit d'un ton triste, « j'ai élevé cet enfant. Nous lui avons fait confiance. » Confiance, quel mensonge. Elle a profité de la maladie de ma mère, a-t-il continué, elle l'a manipulée, elle l'a dépouillée. Ma gorge s'est serrée. Je me suis souvenu des nuits passées à dormir sur des chaises d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière, à lui donner sa soupe, à lui tenir la main pendant ses séances de chimiothérapie, à manquer des soirées, à sacrifier mes vacances. À mettre ma vie entre parenthèses pendant qu'il voyageait sur la Côte d'Azur, faisait du shopping avenue Montaigne et profitait de sa fortune. Maintenant, il passait pour des saints. Le procureur a montré d'autres preuves, des courriels, des signatures, des formulaires d'autorisation, tous à mon nom. C'était parfait, trop parfait parce que je ne les avais jamais écrits, jamais envoyés, jamais signés. C'étaient des faux. Mais qui me croirait? Une petite fille sans héritage personnel face à des proches riches et influents épaulés par les plus grands ténors du barreau. Le juge semblait fatigué, impatient. Mademoiselle de Montfort, a-t-il dit, c'est une affaire grave. Je le sais, ai-je murmuré. À l'extérieur, les flashs des appareils photo crépitaient. La petite fille vénale démasquée. La milliardaire trahie par sa propre famille. Ma vie était déjà ruinée dans les gros titres des journaux. Puis ma tante s'est levée en pleurant, une performance digne des Césars. Elle a volé sa propre grand-mère, a-t-elle sangloté, comment peut-on être aussi sans cœur? J'ai regardé grand-mère. Elle fixait le vide. Inconsciente, sans défense, utilisée. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Mon avocat s'est penché vers moi. Nous sommes en train de perdre, a-t-il chuchoté. Ma poitrine s'est oppressée. La prison, un casier judiciaire, plus de carrière, plus d'avenir. Tout ça parce que j'avais été loyale. Tout ça parce que j'étais restée. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Un jeune homme est entré, en retard,
portant une petite mallette noire. La sécurité l'a arrêté. Il a levé les mains. Je viens du service informatique de l'hôpital, a-t-il déclaré, j'ai été cité à comparaître. Le juge a froncé les sourcils. Pourquoi êtes-vous en retard? Parce que, a répondu l'homme, nous venons de récupérer quelque chose qui avait été effacé. Il s'est dirigé vers le bureau des preuves, a posé la mallette, a regardé directement mon oncle Philippe et a dit, c'est un fichier provenant d'une caméra cachée installée dans la chambre privée de Madame de Montfort. Le visage de mon oncle est devenu livide, d'une pâleur cadavérique. Le juge s'est penché en avant. Que montre-t-il? L'homme a dégluti. Il montre qui a réellement pris l'argent. Soudain, tout le monde s'est tourné vers moi parce que, dans quelques minutes, la vérité allait détruire quelqu'un, et ce n'allait pas être moi. Le juge a fait un signe de tête. Diffusez-la. Toute la salle a retenu son souffle. Le technicien a branché son ordinateur. L'écran a vacillé. Puis une vidéo est apparue. C'était la chambre d'hôpital de grand-mère. Lumière tamisée, bip des moniteurs, rideaux à moitié fermés. Elle était allongée dans son lit, fragile, endormie. Un horodatage clignotait dans le coin. Il y a 3 mois, exactement au moment où l'argent avait été déplacé. Un frisson a parcouru la salle. La porte dans la vidéo s'est ouverte. Mon oncle est entré seul. Pas d'infirmière, pas de médecin, pas d'autorisation. Il a regardé autour de lui, prudent, nerveux. Puis ma tante a suivi, portant un dossier. Mon cousin est arrivé en dernier, a fermé la porte et l'a verrouillée. Mon estomac s'est noué devant l'écran. Mon oncle a sorti des documents, les a posés sur la table de chevet. Il a saisi la main faible de grand-mère, a forcé un stylo entre ses doigts. Signe maman, a-t-il chuchoté, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ses yeux papillonnaient, confus, drogués par les médicaments, à peine éveillés. Elle a marmonné quelque chose. Elle ne comprenait pas. Ma tante s'est penchée. Signe et repose-toi, a-t-elle dit doucement, ta petite fille a déjà donné son accord. Des mensonges, chaque mot était un mensonge. Ils ont guidé sa main, forcé sa signature. Un papier, 2, 3. Puis mon cousin a ouvert un ordinateur portable, s'est connecté à son application bancaire, a tapé des mots de passe, a transféré des millions en souriant et en plaisantant. Les 8 millions sont à nous, a-t-il dit. Ils ont ri. Ils ont vraiment ri. Maintenant, nous allons tout mettre sur son dos, a déclaré mon oncle. Qui croira une fille fauchée plutôt que nous? Ma tante a ajouté, elle est trop loyale, elle ne se défendra pas. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était de moi qu'il parlait. La vidéo continuait, montrant mon oncle essuyant les empreintes digitales, prenant des photos, créant de faux courriels et forgeant des formulaires. Parfait, a-t-il dit, le temps que quelqu'un vérifie, maman ne s'en souviendra même plus. L'écran est devenu noir. Silence, puis le chaos, des cris, des pleurs, les journalistes qui hurlaient. Ma tante a hurlé que c'était un montage. Mon cousin s'est effondré sur sa chaise. Mon oncle s'est levé en criant que c'était truqué, mais sa voix a craqué. Le juge a frappé avec son marteau. Silence. Il s'est tourné vers le technicien. Cette vidéo est-elle authentique? Oui, monsieur le juge, a-t-il répondu, horodaté, crypté, non altéré. Mon avocat m'a serré la main. Nous avons gagné, a-t-il chuchoté. Des larmes ont rempli mes yeux. Pas de soulagement, mais de tristesse face à la trahison, en réalisant que les personnes qui m'accusaient avaient planifié ma destruction. Le juge a regardé mes proches avec un regard froid et impitoyable. Vous allez rester assis, a-t-il ordonné. Les officiers de sécurité se sont approchés. Les menottes ont cliqueté. Ma tante s'est évanouie. Mon cousin sanglotait. Mon oncle me fixait avec un mélange de haine, de peur et de regret. Mais ce n'était pas encore fini parce que le juge n'avait pas encore rendu son verdict final. Et grand-mère, pour la première fois depuis des mois, commençait à se réveiller. La salle d'audience est redevenue silencieuse, si calme que je pouvais entendre ma propre respiration.
Le juge a retiré ses lunettes, a regardé l'écran, puis mes proches, puis moi. Après examen des preuves, a-t-il déclaré fermement, ce tribunal déclare l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. Mes genoux ont failli lâcher. Non coupable. 2 mots, ma liberté, ma vie, mon honneur retrouvé. Puis il s'est tourné vers l'autre partie. Cependant, a-t-il poursuivi, ce tribunal ordonne l'arrestation immédiate des plaignants pour fraude, abus de faiblesse sur personnes âgées, usurpation d'identité et association de malfaiteurs. Les menottes ont cliqueté à nouveau. Cette fois pour de bon. Mon oncle a murmuré, « S'il te plaît, aide-nous. » J'ai regardé l'homme qui avait essayé de me détruire. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu doucement, en disant la vérité. Ils ont été emmenés sous les flashs des appareils photos, leur réputation brisée, leur fortune gelée, leur carrière ruinée, tout cela par leur propre cupidité. Je me suis précipité vers grand-mère. Elle était réveillée maintenant, ses yeux plus clairs que je ne les avais vus depuis des mois. Elle a serré ma main faiblement. « Est-ce que je t'ai fait du mal ?» a-t-elle chuchoté. Mes larmes ont coulé. « Jamais, ai-je dit, c'est toi qui m'as sauvé. » Plus tard, les médecins ont confirmé que son état s'améliorait. Pas guéri, mais stable. Elle est revenue vivre à la maison avec moi, pas avec eux. Je suis devenue sa tutrice légale. Protégée, respectée, choisie. L'argent volé a été restitué. Chaque euro, plus les dommages et intérêts. J'ai relancé ses programmes de charité, j'ai terminé ce qu'elle avait commencé en son nom, dans son esprit. Des mois plus tard, elle m'a souri et m'a dit, « J'ai toujours su que tu étais honnête. » Cela valait plus que des milliards, plus que la célébrité, plus que la vengeance. J'avais ma dignité, ma vérité et ma famille. Cette histoire nous rappelle avec force que l'intégrité et la loyauté finissent toujours par triompher, même face à la manipulation la plus sombre. Il est fascinant de voir comment un simple geste de vérité, comme cette vidéo cachée, peut faire basculer le destin de plusieurs vies en un instant. La trahison familiale est sans doute l'une des épreuves les plus douloureuses qu'une personne puisse traverser, mais Chloé a su rester digne et fidèle à ses valeurs malgré la tempête médiatique et judiciaire. Ce récit souligne également l'importance de protéger nos aînés contre les abus de faiblesse, une réalité parfois trop présente dans nos sociétés modernes. En fin de compte, la richesse matérielle n'est rien comparée à la paix de l'esprit et à la force d'un lien sincère. Et vous, que pensez-vous de la réaction de Chloé face à son oncle à la fin du procès? Auriez-vous été capable de lui pardonner ou auriez-vous agi de la même manière pour obtenir justice? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.